C'est parti. C'est parti. Action. Bon, donc, Oh, je considère que tu sirotes pas ça, parce que moi, ça fait du bruit. là ou pas là. D'ailleurs, tout à l'heure, tu l'as fait au téléphone, j'ai entendu. Donc, c'est une lecture. Exactement. C'est une lecture. Hein. Donc, je la fais très calmement. C'est bien. Parce qu'il vaut mieux que ça se passe comme cette lecture. Un atelier et un certain nombre de phrases pour diriger notre pratique de peinture. Chaud dans les lumières, froid dans les ombres. Livre sur la couleur sans les exercices du livre. Comment s'orienter et l'activité, l'action des jugements artistiques. Trop égal ou systématique ou scolaire. Mémoire traumatique de l'apprentissage par le goût. Que faut-il faire face à sa toile? Vos expériences en connaissance d'expérience. Je ne peux pas ajouter de renvoi de contraste, et bien 7 des contrastes. De qualité de couleur en soi, de quantité, chaud-froid, de complémentaire, de rupture simultanée. Ce dernier viendrait de Chevreul, une couleur appelle ça complémentaire, pour un équilibre, une compensation, je respire, d'après notre disposition. Cette totalité qui se fait de la différence des contrastes ne dit pas où les placer. C'est-à-dire c'est bien dans les contrastes, encore faut-il savoir pourquoi et où on les place. Donc après, dans ce type d'enseignement, la traduire exactement le rôle qu'il y avait par rapport à la forme, mais au fond, il y a une bonne relative sur ce sujet-là. L'expérience se dit difficilement. Un renvoi est quelque chose qui ne se comprend pas tant que l'on n'a pas étudié la proposition que je ne rencontrerai que 20 ans après mon premier apprentissage en atelier. Ceux qui apprenaient la composition n'étaient pas forcément coloristes. Donc ça fait quand même beaucoup de décalage, des caves, etc. C'est des choses qu'il faut arriver à apprendre, rassembler ensuite. L'hypothèse n'est pas forcément noir et blanc ou couleur, puisqu'il faut attendre le fauvisme, alors que les impressionnistes utilisaient la couleur. C'est donc rétroactivement, entre le fauvisme et l'impressionnisme, que la couleur dépasse la description ou la couleur observée selon la lumière, le système colorique impressionniste qui serait selon Monet, essentiellement dans l'opposition jaune-bleu. Enfin, si on se regarde à Monet, on ne voit pas tout du jaune et du bleu. On fait bien d'accord sur celle-là. Mais vert rouge est un autre type de contraste, on serait plus dans le rapport en référence à la lumière. Là, bon, je ne sais pas, il y a des gens qui poseront des questions après, mais qui donneront leur avis sur cette idée-là. C'est donc Picasso d'utiliser les couleurs pour la forme. Que peut-on comprendre de cela, si ce n'est qu'il y a une abstraction de la couleur dans la figuration en tant que les formes qui sont fortes. Forme dite simplifiée, c'est ce qu'on dit à Matisse et Picasso, mais c'est pas très juste, c'est l'expression trop facile, mais non dans leur rapport et utilisant les 5 points de l'esprit dans la forme. Composition et Gestalt théorie ne se rencontrent que partiellement et sur des différences géométriques tracées harmonieux par rapport aux géométries inhérentes au cerveau. Bon, je veux dire, au cerveau, on ne va pas l'ouvrir pour l'instant, on va se faire comme il faut. Il commence à se simplifier au fil du temps. Pour Matisse, c'est plus complexe encore, mais il n'est pas du tout précis ni pédagogue, puisqu'il ne parle que de l'organisation et de la conscience d'utiliser des forces. À un moment donné, il parle d'une histoire de fleurs, de crabes, et c'est assez intéressant. Mais, bon, c'est aussi des images qu'il faut parfois. Enfin, dans certaines images, on comprend un processus sur un peu moins métaphorique, en fait, des choses comme ça. Qui change de sens en tant que la forme. Et on n'est plus dans le mécanisme. Donc c'est des nouveaux mécanismes qui rentrent en jeu. Moi je joue du renouvellement de ce qui reprend la forme dans 2 directions. Éléphant, sa patte est la forme des surfaces plutôt que de la forme. Ça ne se comprend qu'avec la peinture dont il m'a été difficile de la présenter, même sous forme de reproduction. C'est un peu comme les appareils pour les légumes. Par contre, c'est pas la même chose avec les parents. Non, c'est pas un exercice de regard, je fais en faire avec ça, mais je le remarque en passant. L'image était interdite dans ce type d'enseignement, et finalement, moi j'ai pensé qu'il fallait l'image, la perception et le langage plastique. Et tant qu'on n'est pas ça, on n'est pas d'enseignement possible. L'image est interdite, jugée petite ou censée satisfaire bassement le public. C'est vrai qu'effectivement le public est trop sensible et trop facilement sensible à ce qu'il reconnaît visuellement et à des attendus, donc extrêmement conditionnés par l'image.
Les moyens d'expression plastique étant assez dérisoires à énoncer en termes de plan, ligne, point ou tout inventaire de ces moyens distinctement. Donc évidemment, je n'ai jamais lu complètement point, ligne, point de Panisky. Je m'en excuse parce que normalement j'étais censé le faire, mais c'est très rébarbatif et évidemment, il y a des choses qui. Bon, après, il y a d'autres bouquins, La balançoire, c'était surpris, un livre entier écrit sur un motif qui développe et. Voilà, après ça part dans les discours et on n'est plus du tout dans l'élaboration. Tout ça, c'est une digression pour retenir un texte. Hein. La ligne est possible, mais ne peut fonctionner que dans certaines parties. Donc ça a été complètement idiot de dire la ligne d'Indre, c'était une absurdité. Il y a aussi des lignes chérubins, donc on trouve plus de conflits stériles intellectuellement que de réellement de possibilités intellectuelles de la peinture. Qui, bon, aujourd'hui, on sait que ça peut par le graphe, il faut faire un peu Picasso quand même, dans les street art, etc. Mais il y a une nécessité, certainement, pour la dimension sociale, pour la vie sociale, à revenir, à interroger l'impressionnisme. Pourquoi il n'y a plus qu'à voir. Après, il y a des choses complètement différentes. Quand on voit, par exemple, les utopies sociales liées à la couleur, j'ai un truc des musées Pays du Monde, c'est vrai, c'est la pure. Enfin, c'est une gentille folie. Et c'est une folie positive. Elle a pu marcher à l'époque parce que c'est le circuit européen, comme ça, des nouvelles esthétiques qui se lançaient, ça partait très vite. La style géométrique a été refusée, et 2 ou 3 ans après, elle était complètement en place et très, très motivante. La ligne dont parle de caricaturiste anglais du XVIIIe n'est pas valable. Enchaînement de systèmes. Alors là, je ne sais plus, c'est un type qui dépeint la vie sociale anglaise, j'ai oublié son nom. Inutile de reprendre chaque élément qu'aurait utilisé chaque peintre. Là, c'est encore une voie risquée sans issue. Le peint très peint ne signifie rien, même chez Lornec. Donc il y a des profs des beaux-arts qui intervenaient comme ça en disant ah, mais chez Lornec, c'est très peint. C'est une remarque complètement idiote. La perception du côté scientifique n'est pas celle de l'expérience. Ah oui, la perception du côté scientifique n'est pas celle de l'expérience. Dans un peu scientifique, vous allez trouver 2-3 trucs, mais, enfin 4-5 trucs, mais c'est pas là le plus important. La couleur se voit pour elle-même et les relations colorées, avant d'être nommées, doivent être comprises en ce qu'elles s'arrêtent contre d'autres. Pas véritablement de mots pour dire cela, pente, tendance, ce vers quoi, progression, façon de continuer. La lumière est l'impression de l'œil lorsque l'on travaille qui n'a rien à voir avec l'éclairage ou la lumière représentée. La perception permet l'organisation des perceptions. La perception ne demande pas des connaissances scientifiques et évoque plutôt comme des changements de conscience dans l'image. La forme peut être prégnante sans être pleine. Pour Delacroix, c'est un ensemble de paramètres qui l'opposent à l'Inde sur le débat rubéniste plus sinistre. Maître de l'ordre de la peinture, détend-il, dans l'esprit de Poussin, à une méthode logique par rapport aux impressions générales et particulières et aux images mentales qui anticipent, on voit dans la mémoire d'un système pictural articulé à un système perceptuel. Donc il y a une expression assez juste, enfin, la peinture se définit comme une variation de perception et comme l'élaboration d'un système perceptuel. Donc on peut étendre quasiment l'idée du système perceptuel à peu près ce que font tous les artistes dans l'art contemporain. Même s'ils rajoutent des concepts, ils ne peuvent pas se défaire. C'est-à-dire qu'on dit que la dimension du sensible, on ne peut pas se défaire de l'élaboration de système perceptuel. Après, bon, connaître son système perceptif, c'est vrai que c'est assez difficile. Je ne sais pas si on voit véritablement comme. Plutôt que l'unité d'image, il y a la saisie d'ensemble, la reconnaissance visuelle, et à ses côtés, n'est pas la perception. Une manière du regard différente avec des complexités insurmontables. Tout ça ne répond pas pédagogiquement et picturalement de cette orientation par la peinture. Alors, il dit ni trop de mollesse, ni trop de dureté. C'est une idée pas intéressante, mais on a encore sur la composition. On peut pas dire en dehors du fait qu'il est beaucoup utilisé, comme beaucoup d'artistes de son temps, la pyramide, alors que, bon, avec la modernité, toute cette accentration, certains historiens ont de ça. Je ne sais pas, il faudrait vérifier, après ça demande vraiment, il y a assez beaucoup de peintures en revue. Composition
composition géométrique dépend pas celle de Rubens. C'est-à-dire qu'on a appelé la composition géométrique et on l'a rejetée justement dans la modernité, dans certaines questions sur la modernité, parce que le terme géométrique devenait suspect. Le concept de l'idée de la géométrie est suspect. Alors l'art et la vie, l'art et la société prennent-elles en charge ce discours pictural? Alors à chaque fois qu'il y a une question, il faudrait avoir tous les renvois possibles. Là, évidemment, tous les schémas. Bon, ce schéma-là, ils sont un petit peu comme ça pour donner d'autres pistes, mais ça serait un grand travail de présentation. Comment? Oui, alors ça c'est un schéma sur le jeu et le collectif, et le récit collectif. Le jeu JE, donc, hein, le jeu de chaque individu. Et donc, comment il est jeu de la construction de son image, comment il est jeu dans l'image, hein, l'image de la vraie vie, hein, c'est pour là, voilà. C'est-à-dire que si on était interactif en image, on ne pourrait pas se limiter à se portraiturer comme ça. Ça, on resterait dans un travail, certes, de dessin et pas intéressant, mais on ne serait pas encore dans un récit perceptif. Il faudrait d'autres outils conceptuels et d'autres. Voilà, donc c'est des choses qui peuvent se faire si on utilise l'espace pour décomposer le récit comme partie du récit. En fait, c'est l'idée qui est plus du côté de la pensée visuelle que réellement du récit tel qu'on l'entend habituellement. Mais si on voit comment a été fait la pièce de théâtre le jour ici même, c'est-à-dire c'est la lumière qui a attiré l'attention et montré qu'effectivement il y a des changements comme ça. Mais après, on ne peut pas non plus. J'en étais où? Ah oui, c'est ça. C'était qu'est-ce qui est novateur? Qu'est-ce qui est novateur? L'esprit, pour l'évaluation, mais comment connaître l'esprit d'une toile? Ça, c'était assez embêtant. Est-ce une précision d'esprit, un état d'âme, une psychomotricité, une mémoire de la peinture, un ordre réussi, des compensations qui se reportent les unes sur les autres, un bordel philosophique? Point d'interrogation. Si je dis que le gris mélangé au vert en bas à droite de ma peinture et à 30 cm plus loin, un jaune avec du gris sont des effets visuels qui ont contribué à la réussite de ma peinture, est-ce qu'ils sont innovants? Rien ne prouve qu'ils n'ont déjà été utilisés dans une peinture académique non innovante ressassant ces formules. Cézanne disait travailler ces formules, mais pas académiquement, tout en intégrant des aspects du naturalisme, des compositions du ton, et en faisant de l'impressionnisme quelque chose de solide. Alors évidemment, faire quelque chose de solide de l'impressionnisme, ça c'est un coup bas qu'il a fait aux impressionnistes, parce que l'impressionniste n'était pas moins solide que la peinture Cézanne. Bon, il a par contre un ancrage effectivement très solitaire et très insistant sur quelque chose qui pense être, pas le nouvel Eldorado, mais enfin le territoire de, je sais plus quel mystique, enfin, la terre promise, hein, il disait à l'allemand que la terre promise. Donc, la masse de l'objet transposé de sa texture à sa présence lourde, dans cette pesante objet, déjà trouvée dans des approches plus luministes et en retard des éléments, et un retard des éléments, comme le temps d'arriver avec l'objet et dans l'objet. Alors ça, c'est très curieux comme phénomène. Qu'est-ce qui fait que les surfaces sont beaucoup plus lentes? Elles sont là comme pour retenir davantage de choses, bien qu'on n'ait aucune indication de ce que c'est que ces choses. On sent une multiplicité floue, qui a une certaine profondeur d'esprit, de présence, etc. Et c'est pas un truc qui s'obtient par la trappe, la simple volonté. Alors ils ont dû bosser un certain truc, ils ont dû trouver un truc, et après, effectivement, leur système perceptif, leur mémoire, leur cerveau a gardé ça dans un coin, ils sont des resservis pour après articuler autre chose. Alors la rupture est-elle innovante? Dans le cas de Cézanne, la perspective comme paradigme spatial instauré à la Renaissance dans l'illusion objectivement du scientisme lui aura servi parce qu'il avait la hantise du trompe-l'œil sans toutefois le positionner comme imposture philosophique. Il y a longtemps, quelqu'un pensait que les moulins de Mondrian, dans sa période figurative très colorée, que cette peinture prenait effet valeur de ce qu'il y avait du rouge dans le bleu et du bleu dans le rouge. Logique de la perception, idée littéraire de la vie des couleurs, occupation de l'espace en un nombre suffisant de choses.
à cela l'idée d'accord, d'harmonie, de ce que le mélange qui n'est pas celui où la démélange tout, la perception réalise les sélections en continu, comme l'idée de peindre clair sur foncé et foncé sur clair. Ce qui est innovant, c'est la difficulté des problèmes picturaux en peinture. Alors évidemment, si on avait un ensemble de problématiques, après, on pourrait se dire que le quoi bah oui. J'ai une question. Quelle est Tout à l'heure, vous avez parlé de contraste de sensibilité à l'œil humaine. Et du coup, moi je pense que dans la forme, le contraste, on peut s'approcher de, par exemple, la forme des voitures, la forme humaine, d'un corps humain, une poitrine, un corps humain, les belles formes. Et ma question c'était, pensez-vous qu'artistiquement, il est possible d'unir uniformément, désolé pour la syntaxe, le concept visuel du plaisir dans la forme? Oui, après le concept visuel du plaisir, oui, certainement. Mais c'est pas. Le plaisir n'est pas forcément du côté de l'élaboration. C'est-à-dire, si vous faites une représentation, une mise en scène, même suffisamment romantico, érotico, esthético, idéologico, tout un tas de choses, avec des belles femmes et des grappes de raisin, et puis des, je sais plus, des dionysiaques, des gens comme ça, des apolloniens qui se réfugient dans un théâtre, enfin, qui n'est pas celui-là, enfin, ça va autre fait que, voilà, on arrive à comme ça, oui, certainement que le plaisir est important, mais on a discrédité le plaisir de l'œil. C'est ça. Par la forme, le contraste, en fait. C'est-à-dire qu'il y a pulsion, objet de la pulsion. Alors ça, c'est la théorie psychique. Pour le plaisir visuel, c'est réducteur dans la peinture. Autant j'ai trouvé du plaisir de peindre, c'est au bon niveau. Donc dans tout ça, il faut s'y retrouver en regardant rien, en réfléchissant, en se penchant dessus. Par la forme, c'est quand même, je sais pas, il y a quand même un problème de libido. Il y a un problème. Il y a un problème quand même de libido. Un fou. Je trouve que là, tu sens tout. Parce que c'est laisser entendre que l'acte de peindre contiendrait l'acte de dépeindre. Ce serait un défouloir un peu, un défouloir. Ouais. Non, mais pas forcément, moi c'était plus dans l'unification de la chose en fait. Ouais, mais là je ne suis pas complètement, je ne vois pas, dans quel registre l'unification. De la peinture en fait, par le contraste des couleurs. D'accord. Oui, mais à ce moment-là, il n'y a plus de couleurs. Non, mais justement, parce que si je pouvais aussi intervenir, Guillaume a dit à un moment, l'utopie des couleurs, c'est une gentille folie. Voilà, juste, Oui, mais c'était une utopie sociale. C'était articulé l'utopie sociale. Hein. D'accord. Et justement, tout le monde allait s'entendre bien, il y avait des harmonies colorées, et on trouvait des choses, on découvrait des harmonies, tout un tas d'actions, de réactions, de concepts, d'idées sur les couleurs. On avait un système de plus en plus vaste, il y avait des harmonies, on maîtrisait tout ça, et donc on a basculé ça en disant que c'est possible, socialement, voilà, tout individu à partir de son activité peut penser que ça va basculer positivement dans la société, avec les autres activités. Après, ça dépend de la logique des professions, ça dépend de... Les matérialismes descendent dans les jeunes civilisations, c'est passionnant quand on lit sur les bouquins. C'est moins effrayant que la technologie auquel on va confier l'humanité. Hein. Mais bon, pour faire joli, pour peindre le plaisir, tout ça, bon, c'est pas une idée sympathique aussi. Hein, pas non plus, après, évidemment, est-ce que le peintre serait conduit dans le dépeindre? Voilà, c'est une question hautement sémiologique que soulève Jean-Pierre. D'un côté, moi j'ai remarqué que la sémiologie elle décroche sur la question de la sensation. Elle pose la question de l'image est un signe. Il y a des connotations, il y a ce que raconte Barthes sur. Donc il y a un palmier, puis alors c'est le sac, c'est des mégnus, et puis c'est l'Italie, pour moi qui était une unité. Et puis après, bon.
une sémiologie visuelle qui est quand même, qui vient plus du Canada. Et puis après Pierce, lui, il s'en occupe un petit peu, mais c'est pas quelqu'un qui va réaliser beaucoup les tableaux. Et puis ça marche assez bien, après il utilise l'idée de topologie, surtout dans la sémiologie visuelle. Et c'est une topologie assez basique. Mais on est très loin de la composition, une fois de plus. Mais par contre, l'idée de ça, la sémiologie est quand même quelque chose qui porte un espoir social assez loin, puisqu'on serait censé pouvoir construire un message en comprenant les mécanismes et les éléments, et donc imaginez l'autre en tant que joueur sur ce même, avec ces mêmes règles, ces mêmes possibilités de jeu. On n'est pas du tout dans le malentendu, on est dans le lecture réciproque, élaboration et lecture réciproque. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, je sais pas. Dans une expérience récente de dessin, dans l'espace public, les personnes bougeaient trop, il y avait entre la saisie immédiate, l'espace focal de la peinture que j'entretiens, et la différence entre des possibilités, des logiques nombreuses, renaissant avec la perception. Une poésie abstraite qui manque des moyens, quand se frôle la beauté du monde, en une organisation de pensée. Ça, c'est présenté. Ainsi, l'interaction de champs spatiaux, où plusieurs formes appartiennent à la même surface constituée en plusieurs groupes visuels, ces groupes visuels se perçoivent après le plus visible ou la reconnaissance visuelle comme cheminement ou articulation si on les connaît. La coloration et la centration du regard sensibilisent l'œil à leur présence et les fait émerger subitement dans ce plaisir de la découverte. Après, bon, effectivement, il y a. On va peut-être faire, on se rapproche de la fin. Il y a une idée, j'avais articulé à cela, parce que bon, c'est un discours qui est un peu. Je l'ai dessiné à Saint-André, il y a 2 jours, et puis, bon, évidemment, on se fait assez remarquer dans l'espace social, parce que les gens s'aperçoivent qu'on ne joue pas à la pétanque. C'est assez louche, quoi, on joue à la pétanque, quoi, finalement. On va toujours avoir un jeu sur soi. Bon, d'ailleurs, en parlant de pétanque, il y a un bouquin de Peter Hanke sur ces hommes qui est vachement bien. C'est juste une association. Vous êtes un joueur de pétanque? Comment? Vous êtes un joueur de pétanque? Ça peut m'arriver, j'ai rien contre. Après, ça dépend, c'est un mode de socialisation, le jeu en lui-même, mais ça dépend avec qui on joue, c'est toujours la même chose. Hein, des jeux qui se lisent bien, des jeux qui se lisent pas. Le problème de la pétanque, c'est que le cochonnet s'égare, les gens. Après, c'est un langage particulier, hein, c'est plus tellement actuel, ça a beaucoup perdu. Ça marchait mieux il y a 50 ans, la pétanque. Enfin, les autres choses qu'il y avait avant, en fait, il y avait pas. Excusez-moi, il faut que je vous demande de parler plus fort. C'était dans la culture, en fait, la pétanque avant. C'était plus ancré culturellement dans. Il y a un prof d'art plastique, il a fait un truc très facile, un prof de fac, hein, il a invité les gens à lancer des boules de pétanque n'importe où, et il a dit après ça faisait comme une constellation, voilà, comme le ciel, et que ça faisait un dessin. Justement, j'ai noté que vous avez parlé de champs spatiaux et de centralisation du regard. Ouais. Et est-ce que vous pensez que c'est un thème un peu céleste, on va dire, un peu dans l'univers universel, un peu. Que ça a un lien un peu entre la peinture, justement, et l'espace? Alors qu'est-ce qu'il y aurait un lien entre la peinture et l'espace? Qu'est-ce qui serait universel? C'est la centration du regard et les champs spatiaux, quand vous avez parlé de champs spatiaux, si vous pouvez développer un peu. Oui, c'est-à-dire que dans la composition, vous avez un truc qui fait ça, et vous avez un truc qui fait ça. Donc, à un moment donné, vous suivez une direction, il y a des contradictions, vous suivez partiellement d'autres directions, en même temps, vous ne pouvez pas lire tout en même temps, donc ça ne peut pas se mettre à plat. Donc c'est le hasard, un petit peu. Ah non. Votre œil est très très précis, votre cerveau aussi, dès lors que vous êtes sensibilisé à ces problèmes, voilà, si vous voyez un truc comme ça, et vous voyez un truc comme ça, ou ça fait comme ça, là c'est très précis, ça. Le mouvement, les détecteurs, etc., que vous avez, hein, l'organisme humain, sont assez précis. Après, bon, nul n'est obligé d'être obsessionnel sur ces choses-là. Mais
Oui, après, c'est difficile. Hein, on peut faire beaucoup de remarques sur les impressions sans pouvoir encore les intégrer dans un système. Et c'est justement ces fameux systèmes de pensée, ces systèmes perceptuels qu'il faut arriver à construire de façon pédagogique. Là, c'est pas véritablement ce que je suis en train de faire non plus. Hein. J'ai l'honnêteté de vous le dire. Bon. Alors après, il y a des phrases comme ça, j'en survole certaines. Hein. Et du coup, j'en enlève certaines aussi. Alors qu'elles sont écrites, je ne les lis pas. C'est une certaine posture. Bon, alors je changeais donc de direction avec le pinceau des surfaces et lignes noires plutôt que les lignes délicates. Bon, le fait d'avoir des outils différents, bon, ça tout le monde le sait, ça donne des résultats différents et donc on a une observation différente. Et après, il faut se penser en tant qu'observateur, en tant que personne qui fait l'expérience. Si vous voulez, même des trucs un peu basiques, vous avez de l'eau chaude, de l'eau froide, vous avez une certaine distance à parcourir, vous avez un robinet qui fait couler l'eau à une certaine vitesse, vous avez un truc chaud ou froid, donc, et vous faites ça avec certaines précipitations, vous faites au contraire, vous le faites très lentement. Vous allez obtenir le même résultat, vous allez avoir, ou pas le même résultat, vous allez avoir une certaine masse d'eau à la fin, bon voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'on va transposer cette idée-là à la peinture directement? C'est pas sûr, il y a toujours des trucs qui échappent. Bon, d'un côté, c'est un parti pris, ah bah oui, on s'arrête toujours sur quelque chose. Hein. Faut au moins, soit j'ai pas fini, soit j'aurai dans une heure, soit c'est un parti pris. Alors, l'émotion qui dépasserait l'horizon de la rencontre, encryptée dans cette parade de paillettes pointillistes sur une palette futuriste avec tout ce qu'elle avait éventuellement convenu, et embarrassant serait le reflet le plus direct et abyssal de l'amour. Mais comment rendre communicable une telle chose si tant est que la causalité psychique de la peinture, dévorant d'angoisse cette femme à dépeindre, il n'était autrement qu'un fantasme entre soi et le monde? Bon, c'est amusant, hein, bon, pas de prétention. Il y a chez Cézanne la reprise des tâches. Les tâches se reprennent les unes les autres pour un espace plan ou un espace pas plan. Alors évidemment, chez Cézanne, l'espace est plutôt plan. Mais la reprise des tâches peut être aussi dans l'espace pas plan. Le tachisme est un mouvement pictural qui a fait des surfaces avec des tâches beaucoup plus grosses que les tâches de Cézanne. Donc vous avez petit, moyen, grand. Ça c'est pareil, dans une peinture, il y a des surfaces petites, moyennes, grandes. Si vous n'avez que des moyennes et grandes, vous n'avez que des petites et moyennes, c'est pas la même chose. Ou des petites et grandes. Ça, et après, c'est aussi la forme spatiale. La forme spatiale, c'est une forme. Ça, c'est les Russes qui avaient commencé à théoriser là-dessus. C'est une forme qui. Si on avait un plan ici, c'est une forme qui serait comme une feuille. Vous voyez, elle serait comme une feuille. Ils appelaient ça forme spatiale. Et après, vous avez aussi l'idée, dans la perspective, qu'il y a une position spatiale. Alors j'avais posé la question aussi, est-ce que le réalisme est une bonne école? Ça, j'en suis pas convaincu. D'un autre côté, ceux qui veulent apprendre la composition ne sont pas forcément classiques, dans tout cas, ils vous mettront face à, s'ils sont relativement bons, ils vous mettront face à un tableau de Rubens ou de Poussin pour faire de la copie. Parce que les peintres, autrefois, faisaient de la copie. Ils copiaient. Donc après, on a dit que la copie, c'était nul, c'était... Merci, Barry. On est arrivé au bout. Donc on a dénigré la copie. On a dit que c'était servile. Imaginez, vous revenez de l'école, on dit... Ah, ça... Ouais. En fait, là, de ce que j'essaie de comprendre depuis le début du speech, clairement, une peinture, enfin, dans la peinture, si on veut l'exercer, c'est limite plus simple de faire une peinture sans avoir aucune école, enfin, faire ça en fait par soi-même et de façon instinctive, on arrivera peut-être à une œuvre qui sera peut-être plus vraie que essayer de trop comprendre en fait toutes les finesses, tous les styles qu'il peut y avoir en fait dans la peinture.
Alors, effectivement, il y a des gens, hein, bon, c'était un prof de photo, il disait, il y a l'image cultivée, l'image qui n'est pas cultivée. Bon, moi je trouve ça un peu idiot. Comme on a dit, il y a la culture savante, la culture pas savante. N'empêche que du côté du temps, il n'y a pas de culture savante. Des choses qui s'élaboraient, parce que les gens prenaient un bout de machin, ils allaient chez le voisin, ils mettaient sur sa maison, puis l'autre lui prêtait un morceau de chemise, j'en sais rien. Donc il y avait des maisons hétéroclites, hein, ou hétérogènes, je sais pas comment on dit. Et c'était aussi savant que ce que vous pouvez raconter à l'historien de l'art actuel, qui n'arrive pas plus à interpréter le truc mieux. Enfin, Là, on parlait dans des codes, en fait, enfin, de ce que le travail peut être très facilement jugé, alors que si peut-être on est éloigné en fait, de tout, on peut arriver à peut-être voilà, artistiquement peut-être plus s'exprimer qu'en étant à l'écoute de tout ce qui se fait. oui. Et comme là, ce que vous disiez sur la copie, en fait, juste avant, on faire de la copie, à un moment c'était cool, à un moment c'était moins cool. Enfin, moi j'essaie de lier ça un peu par rapport à la musique, parce que je fais de la musique. Du coup, ça peut être, enfin, ce que je tire de votre discours, ça serait peut-être plus intéressant en fait, de ne pas s'y connaître en peinture pour faire de la peinture. En dehors de la technique, mais vraiment des nuances qu'il y a eu sur des années et des années. Alors, évidemment, non. Si vous avez des désirs d'expression sans désir d'apprentissage, c'est à la limite un peu suspect. Ça me paraît un drôle de point de vue. C'est un point de vue qui est très très présent dans les pratiques actuelles de la jeunesse, mais qui vient de la société, qui vient des espaces de médiation, qui vient pas du tout. C'est une autre pensée de la socialisation, en gros. Il y a une époque, j'ai pu. Les gens allaient dessiner chez les uns, et les gens après revenaient, ils dessinaient, voilà, ça se passait comme ça. Aujourd'hui, il ne me semble pas que ce soit le cas. On va faire un graphe dans la rue, on va faire de la roue arrière, on va un peu d'adrénaline, on va pas étudier la peinture. Après, étudier la peinture, c'est pas une chose inutile. C'est comme étudier les maths, c'est comme étudier la philosophie, c'est comme. Je ne dis pas du tout dans ce sens-là, au contraire. Moi, je suis intéressé par ça. Je dis plus ça, en fait, dans le sens où, à écouter, en fait, votre discours, mais je ne pense pas du tout qu'il soit un peu là-dessus, c'est que il y a tellement d'informations sur ce qui se passe actuellement que, en tant qu'artiste, on peut arriver à un moment où à être trop influencé, en fait, par ces mouvements qu'il y a eu dans la peinture, alors que, pour moi, pour être épanoui dans une œuvre, ou du moins dans la musique, je m'efforce de me cloîtrer un peu et d'être je vous reprends, sur moi-même pour créer en fait. Parce que pour moi, l'œuvre va plus venir de mes tripes si je suis très loin en fait de tout et que je des jugements et je les tiens très honnêtement. Non mais bien sûr, mais ça c'est pareil, c'est une idéologie à un moment donné, on a dit un tel influence un tel, bon, il y avait une espèce de forçage identificatoire sur le maître et l'élève. Hein, on a vu toute l'histoire comme ça, et c'était pour hiérarchiser les moi, c'était une espèce de manipulation psychique et sociétale. Et aujourd'hui, bon, c'est remis en cause. C'est pas comment A influence B, c'est comment ce que B fait de ce que A a apporté. Donc la notion d'influence est très relative. À partir du moment où on pense autrement cette. Après, sans dire que techniquement, on peut quand même essayer d'apprendre un minimum de ce qui a pu être fait avant, et vraiment apprendre de ce qui a été fait avant, mais de base, voilà, vraiment techniquement, pour pouvoir produire quelque chose derrière, mais on va dire ne pas être influencé par surtout les mouvances en fait qu'il y a. Enfin, voilà, parce que là, j'ai parlé beaucoup de ce qui a pu se passer avant, de ce qui se passe maintenant socialement, où la peinture se place, et du coup, moi, je me dis, mais est-ce que